Eh ben, en tout cas, bonjour à tout le monde. Donc, écoutez, bienvenue à ce petit webinaire, hein. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je ne sais pas si vous y avez assisté l'année dernière, hein, mais voilà, je m'appelle Michael Kretz et je travaille à Météo France au sein de l'École nationale de la météorologie, où j'enseigne les thématiques autour de tout ce qui est prévision météo. Et j'enseigne à la fois en formation initiale, donc auprès d'étudiants qui vont soit gagner Météo France, soit voler par leurs propres ailes ensuite. Et j'interviens aussi dans le cadre de la formation continue, donc du personnel météo et prévisionniste, entre autres. Donc au niveau de la présentation, on l'a déjà dit, le plan de la présentation et pas mal d'informations aussi, hein, sur le site de Météo France où, vous avez régulièrement des bilans climatiques qui sont faits. Donc j'ai pioché des informations dedans. Vous avez le lien qui, centralise tous ceux de l'année 2024 et puis, pareil, je contribue à une, revue, qui est dédiée à la météorologie, hein. J'ai vu qu'il y avait des collègues d'Infoclimat qui étaient en ligne, que certains d'entre eux, connaissent et donc, vous avez un site web et depuis, à peu près 1 an maintenant, tous les articles sont en accès libre et tout ce qui date d'il y a plus de 2 ans est intégralement en accès libre. Donc n'hésitez pas à farfouiller dedans parce qu'il y a énormément d'informations utiles ou même sur un moteur de recherche, vous mettez, des phénomènes qui peuvent potentiellement vous intéresser. Une toute petite introduction sur la différence entre la prévision météo et le climat. J'avais déjà présenté ça l'année dernière, mais je vais le faire très très rapidement parce qu'en fait, il faut pas chercher à opposer climatologie et prévision météorologique, puisqu'en fait, les deux vont décrire exactement la même chose. En fait, hein, le système atmosphérique, voire même on peut rajouter la partie océan et glace. Simplement, les constantes de temps ne seront pas les mêmes. Donc le climat, c'est plutôt le temps qu'il doit faire en moyenne en un endroit donné sur une période donnée et la prévision météo, c'est le temps qu'il fait à un moment donné en un lieu donné. Donc l'analogie que l'on peut faire, c'est avec le caractère d'une personne. Le climat, c'est le caractère général d'une personne et la prévision météo, ça va être l'humeur du jour. Donc effectivement, la prévision météo s'inscrit dans un cadre qui est proposé par le climat. Voilà donc pour cette petite, différenciation, mais voilà, ça sert à rien d'opposer, ces 2 disciplines-là. Les 2 se complètent et viennent décrire exactement le même système à la base, avec juste un œil légèrement différent. Donc on arrive sur le bilan de l'année, 2024. Donc si on regarde ce bilan, de l'année, 2024, vous avez, des courbes ici qui apparaissent sur la partie gauche. Vous avez la partie basse qui fait référence aux températures minimales et la température du dessus, ça va être les températures maximales. La droite, la courbe qui évolue va marquer la moyenne, donc une moyenne glissante des températures minimales ou des températures maximales. Et tout ce qui apparaît en rouge ou en bleu, eh bien, ce sont les températures de chacune des journées de l'année 2024. Donc quand c'est en rouge, c'est au-dessus des normales glissantes. Donc c'est des normales qui sont calculées sur 30 ans, hein, c'est la période climatologique de référence. Donc comme on va pas remettre ça à jour toutes les années, c'est remis à jour chaque décennie. Donc là actuellement, on est sur la période 1991-2020 pour les normales climatiques. Et donc, en rouge, ce sont des anomalies positives de température, et en bleu, ce sont des anomalies négatives de température. Donc quand on regarde ces courbes-là, on voit le rouge qui domine par rapport au bleu. Donc effectivement, ça va nous montrer que l'année 2024 a été plus chaude que la normale. On voit même une nette domination du rouge. Le commentaire qui est précisé à droite de la diapositive, c'est plutôt que de décrire une température d'un point de vue climatologique, c'est quelquefois plus intéressant de décrire des anomalies de température, puisque justement, on n'a pas forcément toutes les valeurs en tête. Donc c'est tout de suite intéressant de se resituer par rapport à la normale, est-ce qu'il fait plus chaud ou plus froid que ce que l'on attendrait. Et donc quand on regarde cette évolution temporelle, eh bien on voit des séquences chaudes qui ressortent. Avant tout, la période qui va de mi-janvier jusqu'à mi-avril, hein, où on est vraiment sur une séquence bien chaude. On devine au cœur de l'été, entre fin juillet et début août, une période chaude aussi, hein, qui a été une double séquence caniculaire sur le territoire. Et après, durant le mois d'octobre. Et l'année 2024 a vu quelques séquences froides, une très courte autour de la mi-janvier, une un petit peu plus durable durant le printemps, et également une autre durant l'automne. Mais à la fin, on voit plutôt le rouge qui domine. Donc si on essaie de recentrer notre vision à l'échelle du mois, ça permet déjà d'avoir une vision un peu plus facile de lecture.
Eh bien, on retrouve effectivement, le mois de février qui a été, incroyablement chaud sur le territoire, hein, +3,5 degrés d'anomalie. Mais ça n'est pas un record, hein, parce que le mois qui fait vraiment référence et qui remonte, hein, qui était vraiment anormalement chaud, c'était février 1990, où il y avait d'ailleurs un très faible enneigement sur nos massifs, montagneux. Donc les autres mois qui sont, assez chauds, hein, autour de 1,5 degré d'anomalie, ce sont les mois de mars, d'août et d'octobre. Et des mois qui sont, proches des normales, mais qui finalement, avec cette trame de fond qu'est le changement climatique, nous apparaissent plutôt frais, eh bien, vont être les mois de mai, les mois de juin et le mois de septembre, donc mai, juin et septembre pour cette année, passée. Alors après, il faut voir qu'effectivement, on va plutôt vivre le jour que la nuit et on est plutôt sensible aux températures maximales. Donc notre ressenti, il est plutôt dicté par, les anomalies de température maximale. Donc, les histogrammes précédents, ils ont été scindés en 2 parties, avec la partie haute qui concerne les températures maximales et la partie basse qui concerne les températures minimales. Et donc, tout de suite, bah, on voit que mai, juin et septembre ont été surtout froids par rapport, aux anomalies de température maximale. Donc notre ressenti est accentué par cela. Donc si on essaie de projeter ces résultats, à l'échelle du territoire, donc vous avez l'anomalie de température moyenne sur la France pour l'année, 2024. Donc on voit que l'anomalie a été positive à peu près partout. Néanmoins, il ressort que, la façade ouest a été globalement un peu plus proche des normales, même si, au-dessus des normales de saison et plus on a eu tendance à se décaler vers l'est de la France et plus on voit que les températures ont été, plus chaudes. Donc peut-être le fait d'avoir la différence ouest-est veut dire que peut-être il y a eu du flux océanique qui a été, en partie présent et qui a expliqué, cette relative moindre chaleur sur la façade ouest de la France. Si on regarde les températures maximales, parce qu'effectivement notre ressenti est vraiment calqué beaucoup plus sur les températures maximales, eh bien là on retrouve beaucoup mieux cette différence ouest-est, où finalement sur les régions de l'ouest, du nord-ouest même presque, eh bien là on est plutôt neutre par rapport au normal de saison. Par contre, sur la façade est, en gros sur les 3 quarts de la France, on est bien au-dessus des normales de saison, mais les anomalies sont plus marquées sur les températures minimales que sur les températures, maximales. Donc pour illustrer tout cela, on peut prendre l'exemple, du mois de juillet où, si on regarde le mois de juillet, normalement c'est un mois qui a été plus chaud que la normale. Et quand on regarde au niveau de la France, eh bien pour les températures maximales, la moitié nord se retrouve proche des normales ou légèrement inférieure aux normales, alors que le sud est plutôt supérieur aux normales. Donc cette inégalité, climatologique, nord-sud a été accentuée, durant le mois de juillet 2024. Donc là, pour les vacanciers, bah, ça va faire des ressentis complètement, différents. Et quand on est sur des périodes de saison chaude, eh bien, les températures sont quand même très, très influencées, par l'ensoleillement. Et quand on compare la carte de gauche, anomalie de température maximale, avec, la carte de droite, anomalie d'ensoleillement, enfin, rapport à la normale d'ensoleillement, le titre de la figure est mal exprimé, eh bien, on voit qu'il y a une très bonne corrélation entre les 2 cartes. Donc s'il n'a pas fait si chaud que cela sur la moitié nord de la France durant le mois de juillet en journée, c'est, avant tout par un déficit, d'ensoleillement. Alors que sur le sud, on a plutôt, des conditions excédentaires en ensoleillement. Sachant que déjà climatologiquement, il y a une grosse différence nord-sud sur ce paramètre-là. Le mois d'août, voilà, anomalie de température maximale, et bien là, c'est plutôt l'effet, océanique et continentalité qui semble, voilà, diviser la France avec, bah, plutôt l'ouest qui a été, qui a subi des températures plus proches des normales, alors que la partie est a été anormalement chaud, avec des anomalies positives de 2, 3, 4 degrés de température. Donc j'ai vu qu'il y avait des Lyonnais, j'ai vu qu'il y avait des Méditerranéens et effectivement, le mois d'août a été particulièrement chaud dans ces régions. Et là encore, le rapport à la normale d'ensoleillement, eh bien, on voit plutôt un excédent sur la France, l'excédent qui est largement majoritaire sur la partie est et sur la partie ouest, on est plus proche de la normale, autour de la valeur 100 par rapport à la normale et voire même légèrement déficitaire, ponctuellement, comme en allant, vers l'extrême sud-ouest, du pays.
Donc ce qui est intéressant, et c'est là où je sors ma casquette un petit peu prévisionniste, c'est aussi d'essayer de comprendre ce qui a fait dans la circulation atmosphérique ces valeurs de température ou d'ensoleillement moyennées sur le mois. Donc là, sur la partie gauche de la fenêtre, vous avez une pression atmosphérique, une anomalie de pression atmosphérique réduite au niveau de la mer pour le mois d'août. Donc le bleu, ça veut dire des pressions plus basses que la moyenne, et des valeurs rouges, ce sont des pressions plus élevées que la moyenne. Alors en moyenne, on sait qu'il y a déjà plutôt une dépression vers l'Islande et un anticyclone vers les Açores. Ce qui veut donc dire que sur le mois d'août, la dépression d'Islande a été un peu plus forte que d'habitude et l'anticyclone des Açores a été un peu plus fort que d'habitude. Mais il n'a pas voulu pousser vers la France en moyenne. Donc forcément, entre les deux, le vent tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour d'une dépression et dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord autour d'un anticyclone, on va avoir un courant d'ouest qui va être plus majoritaire que d'habitude. Et donc tout cela va expliquer l'effet océanique qui va réduire les températures maximales en journée. Et de l'autre côté, on voit que les anomalies de pression sont beaucoup moins nettes sur l'est de la France et sur l'Europe, ce qui fait que ce courant océanique a eu du mal à aller jusqu'à l'est du pays, d'où des températures qui se sont retrouvées beaucoup plus chaudes. Pour les pluies, j'aurais du mal à vous montrer une carte qui soit cohérente avec cette circulation météorologique, parce qu'effectivement avec les orages, on est sur une vision très ponctuelle, et là on verrait beaucoup de bulles de plein de couleurs, et ce serait plus difficile à interpréter. C'est plus facile d'interpréter les pluies en hiver qu'en été, puisque l'été, voilà, il y a ces orages qui compliquent un peu l'analyse de tout cela. Le mois de septembre, ces dernières années, on a plutôt eu des beaux mois de septembre. Et cette année, 2024, ça a été vraiment le contraire, puisque c'est un mois qui s'est retrouvé même à la fin plus bas en température moyenne que la normale. Et si on regarde les températures maximales, c'est encore plus flagrant, puisque les anomalies sont quasiment sur tout le territoire, autour de -1, -2, voire -3 degrés. Et il faut vraiment aller sur les frontières du nord-est pour retrouver des températures proches des normales, ou éventuellement sur le pourtour méditerranéen. Donc forcément, par rapport au mois d'août, le ressenti a été brutal. Et là encore, si on regarde l'ensoleillement, on a un gros déficit d'ensoleillement sur le territoire pour le mois de septembre, avec 20 à 30% de déficit d'ensoleillement. Et au niveau des précipitations, ça a été un mois qui a été extrêmement pluvieux sur le territoire ce mois de septembre. Donc si maintenant on essaie de remettre tout cela dans la perspective, avec comme trame de fond le changement climatique, donc la question qui se posait, est-ce que l'année 2024 est la plus chaude? Alors non, à l'échelle du territoire, ça n'est pas l'année la plus chaude, ça a été 2022, avec une température moyenne de 14,5 degrés. En 2024, on est aux alentours de 13,9 degrés, donc juste 0,6 degrés en dessous de 2022, mais ça va la classer quand même parmi les 5 années les plus chaudes de l'histoire, sachant que cette histoire débute avec des relevés à peu près fiables à partir de 1850. Et donc les 10 années les plus chaudes sont toutes situées après 2003. Et donc quand on regarde tout cela, il y a aussi, ça a été publié dans le bilan climatique de l'année par Météo France. Quand on regarde cette figure-là, il y a aussi la trame du changement climatique qui est proposée, avec un climat sur la France à horizon 2050 et un climat sur la France à horizon 2100. Et ce que l'on voit sur ces 3 dernières années, en fait, on est très proche de la médiane qui pourrait être le climat de 2050. Alors les flèches montrent qu'il y a une variabilité, bien sûr, que l'on connaît en permanence, même en ce moment justement, puisqu'on peut estimer que ces 3 dernières années ont été plutôt sur la partie haute de la variabilité, mais ça donne une idée à l'échelle du territoire d'un climat et d'une médiane en tout cas qui pourrait être attendue en 2050. Donc voilà pour donner cette perspective de changement climatique et de resituer nos 3 dernières années. Alors désolé pour la diapositive qui est un petit peu chargée, mais l'idée est pour vous d'aller picorer les informations qui vous semblent intéressantes. Et justement, c'est de resituer ce qu'on a vu sur notre nombril qu'est la France métropolitaine. Je dis bien ça par rapport au collègue réunionnais qui est connecté, et de voir à l'échelle du monde comment cette année 2024 peut se resituer. Donc en haut, vous avez les histogrammes qui marquent l'anomalie de température par rapport au climat pré-industriel à l'échelle du globe. Donc le climat pré-industriel, c'est le climat sur la période 1850-1900.
Et ce que l'on retrouve bien sûr, hein, c'est, le changement climatique avec une évolution, quasiment constante, vers la hausse et on voit un bond en avant, en 2023, on aura l'occasion d'y revenir, qui a été confirmé en 2024. Et donc en 2024, eh bien, c'est la première année où on se situe, au-dessus, des accords de Paris, où à l'échelle du globe, on est, 1,60 degré plus chaud que l'ère pré-industrielle. Et on est, au-dessus, de la normale 1991-2020, de 0,72 degrés. Donc je ne suis pas expert, climatologue et donc je vous ai fait un copier-coller, de ce qui est proposé comme, explication, au-delà de la variabilité, météorologique, qui permet de dire que cette année 2024 et même 2023 ont été, extrêmement chaudes et donc les 2 années les plus chaudes. Donc il y a déjà l'épisode d'El Niño, on va y revenir juste après sur la période 2023-2024, hein, c'est de la circulation océanique. Mais cet épisode-là s'est achevé, en milieu d'année 2024. Donc on est plutôt sur des conditions neutres sur le Pacifique. Il y a eu une forte, éruption volcanique au niveau, des îles Tonga en 2022. Donc tous les aérosols, la plupart des aérosols sont retombés, mais on se retrouve, peut-être avec, des excédents, de vapeur d'eau dans la stratosphère et donc une accentuation, de l'effet de serre en lien avec cette éruption. Autre raison invoquée, la baisse des aérosols liée au trafic maritime, moins de nuages bas qui ont été observés, un pic d'activité solaire qui a été plus important sur les années 2023 et 2024 et peut-être une boucle de rétroaction, liée au fait que, si l'air se réchauffe, il peut contenir plus d'eau et la vapeur d'eau est également un gaz à effet de serre. Donc voilà les raisons qui ont été, invoquées. Je vous ai mis le lien effectivement, sur cette diapositive pour retrouver un rapport beaucoup plus, détaillé. Et sur les cartes d'en bas, vous avez, voilà les anomalies de température, les resituer, voir qu'elles sont situées quasiment sur tout le globe. Comme toujours, l'inertie, des océans est beaucoup plus lente que celle des continents, donc les anomalies sont plus marquées sur les continents que sur les océans. Par contre, si on met par rapport en regard de la variabilité, de ces systèmes-là, ça vous permet de qualifier sur la partie droite de la figure, les valeurs qui sont observées sur la figure de gauche. Et donc là-dessus, c'est intéressant de s'attarder sur ces années 2023 et 2024. Cette, figure est vraiment hyper intéressante, hein, qui a toujours été publiée, qui est publiée tous les mois par Copernicus. La référence, c'est le climat pré-industriel, 1850-1900, et on voit comment chaque mois on se situe par rapport à ce climat, pré-industriel. Vous avez un code couleur qui vous montre les différentes décennies. Donc les décennies, les plus anciennes sont innocemment, coloriées en bleu et les décennies les plus récentes sont coloriées en rouge. Donc on voit, une hausse inexorable des températures. Par contre, ce qui est surprenant et ça avait surpris beaucoup de monde et c'est pour ça que le débat est peut-être encore ouvert sur les causes, mais 2023, à partir du mois de juin, on voit clairement un décroché par rapport à tout ce qui avait été observé, auparavant. Et ce décroché, qui est observé en juin, eh bien, va se vérifier tous les mois de l'année, de la fin d'année de 2023. Et 2024 part sur la même trajectoire, avec un semblant d'atténuation, en été, boréal, mais qui, finalement, ne se prolonge pas sur la partie, hiver, boréal. Donc on voit qu'effectivement, on a 2 années consécutives, 2023 et 2024, qui systématiquement, chaque mois, sont, largement au-dessus, de tout ce qui avait été, observé à l'échelle du globe ces dernières décennies. Donc les océans sont des éléments, essentiels, au suivi de notre système. Donc là justement, vous avez, les anomalies, de température des océans sur l'année, 2024. Donc normalement, on aimerait bien voir des anomalies assez marquées au niveau du Pacifique, qui traduiraient les différentes phases, d'El Niño, donc une circulation, sur, le Pacifique austral qui se met en place, où, dans la phase positive, vous avez des anomalies chaudes, très chaudes de température qui sont présentes du Pacifique central jusqu'aux côtes, sud-américaines et en phase, négative, eh bien vous avez plutôt des températures froides sur cette zone Pacifique centre pardon et ouest Amérique du Sud et bien sûr côté, continent maritime et Australie, ça va être l'inverse.
Et donc là, quand on regarde le Pacifique Sud, à l'échelle de l'année 2024, on retrouve quelque chose qui est plutôt neutre ou légèrement plus chaud que la normale, surtout quand on se rapproche du continent maritime. Donc on est en train de migrer vers une légère phase négative de l'oscillation El Niño qu'on appelle la Niña, de très marquée. Par contre, si on regarde sur les autres océans, et donc forcément on va se recentrer sur l'Atlantique et l'océan Indien, là on est sur des valeurs records de température qui occupent la majeure partie de ces océans, et on peut bien sûr regarder jusqu'à plus proche de chez nous, jusqu'au niveau de la Méditerranée. Donc l'océan Atlantique, et en particulier l'Atlantique tropical, a atteint des records de température, de même que l'océan Indien. Et quand même, il faut pas voir en permanence du chaud. Ces anomalies chaudes ont plutôt eu tendance à s'atténuer en fin d'année 2024. On est plutôt en fin d'année 2024 et donc début 2025 sur une atténuation de ces anomalies chaudes de température sur l'Atlantique et sur l'océan Indien. Et sur la partie droite, vous avez justement le suivi temporel. Et donc, ce que l'on retrouve, donc c'est à l'échelle de tous les océans sur 60 degrés sud, 60 degrés nord sur le graphique du dessus. Donc, on voit bien la hausse, là aussi inexorable de la température des océans, et on voit bien le sursaut qui s'est fait durant l'année 2023. Et la partie basse, eh bien, c'est l'indicateur spécifique de cette oscillation El Niño. Donc lorsque les valeurs sont positives, eh bien on est sur un épisode d'El Niño. Donc on voit ceux les plus forts qui ont été observés ces dernières années, donc le 2023-2024, 2015-2016, 97-98 et 82-83. Et à contrario, les phases négatives qui sont les phases La Niña. Et donc là, on voit qu'on commence à être en légère phase La Niña, mais a priori, ça n'est pas significatif. Donc là, je referme la parenthèse, je referme la page température. On va maintenant s'intéresser à la partie précipitation. Donc les figures à gauche et en bas à droite sont issues de sites internes Météo France. Et par contre, en haut à droite, comme il y a des camarades d'Infoclimat qui sont présents, j'en profite pour dire que j'ai piqué cette figure directement sur leur site et vous avez le lien. Donc 2024 au niveau des précipitations, quand on regarde la variabilité quotidienne en moyenne sur la France des pluies, on voit qu'il a quasiment plu tout le temps sur la France. Les séquences durablement sèches sont rares, il y en avait eu en 2023, mais là en 2024, difficile de trouver des séquences durablement sèches, sauf peut-être à partir de la période fin octobre jusqu'au 20 novembre. Mais sinon, globalement, beaucoup de précipitations. Donc forcément, quand on cumule ces pluies quotidiennes dans le courant de l'année, c'est en haut à droite ce que vous avez sur cette figure-là, eh bien on voit que l'année était proche des normales au début, et à partir du mois de mars, eh bien on voit qu'on est en excédent régulier de précipitations, et donc on se situe parmi les années les plus pluvieuses. Donc découpage en différents mois de l'année, eh bien les différents mois de l'année vont montrer les mois les plus excédentaires de pluie. Eh bien on va avoir le mois de février, le mois de mars, le mois de mai, très légèrement juin, et puis après on va basculer sur l'automne avec septembre et octobre. Donc on voit effectivement tous ces mois excédentaires au niveau des précipitations, avec à chaque fois, vous l'avez entendu dans les médias, des conséquences en termes d'inondations. Donc si on regarde à l'échelle du territoire ce rapport à la normale des précipitations, quand la couleur est bleue, c'est positif, quand la couleur est plutôt rouge, c'est négatif, eh bien on voit que la majeure partie du territoire a connu un excédent de précipitations. Donc en moyenne, c'est 15% d'excédent de précipitations, et ça nous classe 2024 bien dans les 10 années les plus pluvieuses depuis 1959. Vous avez la figure en bas à droite, et donc vous avez 2023 qui est déjà légèrement supérieure à la normale, et 2024 qui n'est pas la plus pluvieuse, mais parmi les plus pluvieuses. Et au niveau des déficits de précipitations, eh bien on va les retrouver peut-être près des côtes de la Manche, et plus précisément sur le sud, en se rapprochant du Languedoc et du Roussillon, où là, sur le département des Pyrénées-Orientales et de l'Aude plus particulièrement, eh bien, on a un déficit important de précipitations, puisque c'est 20 à 30% de déficit, et ça fait suite à déjà d'autres années, 2023 et 2022, qui avaient été des années sèches. Donc on l'a déjà vu pour quelques mois d'été.
mais l'année 2024 a été pluvieuse et a été en moyenne peu ensoleillée sur le territoire. Ce qui est précisé dans le rapport publié par Météo France, c'est qu'on est sur un déficit de 8% d'ensoleillement. Mais ce 8% d'ensoleillement, et ben en fait, il y a beaucoup de variabilité ces dernières années, et surtout c'est que on a plutôt eu des valeurs positives d'anomalies d'ensoleillement ces dernières années. C'est pour ça qu'on l'a ressenti peut-être 2024 comme manque de soleil. Et en fait, il faut remonter au début des années 90, donc à 30 ans, pour retrouver des années moins ensoleillées que 2024. Donc le déficit a été le plus marqué proche de la région parisienne, au niveau de Chartres, alors que à l'opposé, du côté de Perpignan et au niveau du Var, on avait des valeurs qui étaient proches de la normale, plus au sud, et des basses pressions plus au nord. Et quelquefois, ce courant de jet va subir des ondulations assez fortes, ce qui fait qu'on va avoir une petite partie de dépression d'altitude associée à de l'air froid qui va venir s'isoler plus au sud. Et souvent, comme il va s'isoler plus au sud, il va être bloqué par les hautes pressions qui sont présentes autour. Donc ces gouttes froides, ça va être en gros une incursion un petit peu du courant perturbé plus au sud, mais qui va se retrouver piégé et qui va tournicoter souvent pendant plusieurs jours et qui aura du mal à se déplacer. Donc ça fera des conditions météorologiques dégradées durablement sur les mêmes régions. Et comme tout cela va pas beaucoup bouger, forcément les cumuls de précipitations peuvent être importants. Alors, ce que l'on va dire, c'est que ces gouttes froides vont entraîner la présence d'orages. Pourquoi des orages? Eh bien parce que qu'est-ce qui déclenche les orages? C'est ce qu'on appelle le processus physique de la convection. Donc la convection, comment l'expliquer simplement? Eh bien ça va être un transfert de chaleur qui va répondre à un déséquilibre thermique. Qu'est-ce que c'est que ce déséquilibre thermique? Eh bien c'est l'image de la casserole. Typiquement en été, en journée, le soleil va chauffer le sol, parce que l'atmosphère est quasiment transparente au rayonnement solaire, donc on va d'abord réchauffer le sol, alors qu'en altitude, dans le cas des gouttes froides, eh bien on aura de l'air un petit peu plus froid. Donc on aura justement ce déséquilibre thermique avec chaud en bas et froid en haut. Et par analogie avec la montgolfière, eh bien la montgolfière, si l'air dans la montgolfière est suffisamment chaud par rapport à l'environnement, eh bien la montgolfière va pouvoir s'élever. Et donc on va former des nuages à forte extension verticale qui vont donner naissance à des orages. Donc les orages, pour les former, c'est conditions chaudes en surface et conditions froides en altitude. Et c'est exactement les conditions proposées par ces gouttes froides. Donc une illustration au printemps, donc début mai, vous avez en couleur la température, alors c'est pas une vraie température, j'aurais dû le mettre entre guillemets, qui se situe un petit peu au-dessus du sol parce que c'est plus facile à suivre, donc vers le niveau 1500 mètres. Ce sont souvent les fameuses cartes masse d'air que les bulletins météo présentent à la télé. Et en altitude, vous allez retrouver la pression en altitude qui traduit justement ces dépressions d'altitude associées à de l'air froid. Donc ce sont ces isolines que vous voyez. Donc le 1er mai, on voit justement qu'on a une dépression d'altitude qui tend à s'isoler vers le sud et qui rencontre de l'air chaud en basse couche sur toute la partie est de la France. Donc on va avoir notre air froid d'altitude côté ouest, on aura de l'air chaud et humide en basse couche sur la partie est de la France et les orages vont souvent se former à l'interface des deux. Et ces journées-là sont vraiment très atypiques au printemps, puisqu'on va avoir une climatologie complètement renversée, puisqu'il fait chaud à l'est et froid à l'ouest. Et cette journée-là, il avait fait 28,6 degrés à Strasbourg, quand de l'autre côté à Tarbes, il avait fait que 9,5 degrés au plus chaud de la journée. Donc 19 degrés d'écart entre le sud-ouest et le nord-est. Et donc de bonnes quantités de pluie qui étaient présentes sur la France. Donc justement, ces situations orageuses liées aux gouttes froides durables sur le mois de mai ont fait, sur la carte de gauche, tous les impacts de foudre, donc des densités de foudroiement relevées par Météorage sur le mois de mai. On voit qu'il y a eu des orages quasiment partout sur le territoire pour ce mois de mai. Et au niveau quantité de pluie, on a eu des quantités de pluie en net excédent, on l'avait vu précédemment sur le mois de mai, avec souvent 50, voire quelquefois 100% d'excédent sur le territoire où il est tombé souvent plus de 150 mm de pluie. Donc là, vous avez deux illustrations de situations orageuses. Je vais avancer vite parce que le temps presse, mais vous pourrez regarder tout cela à froid. Et ces situations du mois de mai ont continué sur le mois de juin et elles ont abouti à un phénomène météorologique remarquable, où ça a été des crues torrentielles destructrices en Isère, les 20 et 21 juin 2024, où ça a touché un hameau qui heureusement était peu habité à cette époque-là.
ou en lien avec des précipitations abondantes qui se sont faites sur 48 heures, avec une fonte accélérée du manteau neigeux et en plus un lac glaciaire qui s'est vidangé brutalement, a abouti à ces coulées de matière, eau, boue et pierres. Alors les Jeux olympiques. L'ouverture des Jeux olympiques, effectivement, le monde entier a vu qu'il avait plu à Paris le 26 juillet au soir. Alors que s'est-il passé? Eh ben voilà, regardez, l'image radar des pluies à gauche, eh bien vous montre une petite zone de pluie, hein, parce que la zone de pluie, elle fait quoi? Quelques centaines de kilomètres à peine, alors que les systèmes météorologiques pluvieux en général font plusieurs milliers de kilomètres, qui passe pile sur Paris, avec une forte intensité, à 19 heures temps universel, donc 21 heures locales. Donc les intensités n'ont pas été négligeables, hein, justement, si vous étiez, dehors, ce jour-là, bah, vous avez vu qu'effectivement ça mouillait beaucoup. Donc des intensités de 5 à 10 mm/h, donc on n'est pas au niveau d'un orage, mais on est au niveau d'une pluie qui va mouiller, très rapidement. Donc si on regarde, le déroulé, de la journée, vous avez, 9 miniatures qui vous montrent 9 images radars séparées d'1 heure. Donc la première image est à 13 heures UTC, donc 15 heures locales. On voit une zone de pluie plutôt déchiquetée qui apparaît du côté des Pays de Loire. À 16 heures, la zone semble se renforcer un petit peu vers ces mêmes départements et un petit paquet se détache et passe sur Paris à 17 heures locales. Donc là, ça a permis à tout le monde de se dire « Ah oui, effectivement, il va vraiment peut-être pleuvoir ce soir ». On avance sur la ligne centrale de ces figures où on a le premier paquet qui commence à quitter Paris et le deuxième paquet qui mûrit sur les Pays de la Loire et qui à 19 heures commence à atteindre le département de l'Eure-et-Loire. Et à 20 heures, au début de la cérémonie, eh bien on a les pluies qui débutent pile sur Paris, avec l'activité la plus importante pendant le défilé des athlètes et le spectacle, avec le gros noyau de pluie qui circule vers 21 heures et vers 22 heures. Et à 23 heures, juste avant que la cérémonie ne s'achève, eh bien la zone de pluie va commencer à s'éloigner. Donc on est vraiment sur le pire au niveau chronologie, avec le pic de pluie qui se situe pile sur Paris et pile au niveau de la cérémonie d'ouverture. Donc là-dessus, j'ai oublié de mettre en lien de la diapositive, mais j'ai écrit un article à ce sujet dans la revue La Météorologie, dans le dernier numéro qui vient de paraître. Et donc là, il y avait une station qui avait été installée au niveau de Roland-Garros, et vous avez les intensités de pluie relevées, donc vous pouvez comparer aussi avec vos stations si vous en avez, et donc du 10 mm/h, c'est quand même déjà une pluie qui mouille bien. Et donc, voilà, pourquoi est-ce qu'il a plu alors qu'on avait prévu qu'il n'allait pas pleuvoir? Parce qu'effectivement, on en l'a beaucoup entendu, hein, forcément, les yeux du monde étaient braqués, sur, le nombril de la France, qui est Paris. Et donc, voilà, comment ça se fait qu'on n'ait pas prévu de pluie? Alors déjà, on n'avait pas exclu la pluie, parce que dans les prévisions qui avaient été transmises, on avait évoqué déjà un 20 à 30 de risque de pluie. Ça, c'était les prévisions de la veille, à gauche. Le cumul de pluie, sur, le créneau horaire 17 heures-23 heures, avec le modèle à fine échelle français qui s'appelle Arome. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a une toute petite zone de pluie, mais qui semble éviter Paris. Et donc on est plutôt sur des conditions sèches, et donc c'est pour cela que dans les prévisions restait un 20 à 30 de risque de pluie, parce que cette petite zone pouvait très bien passer sur Paris, mais sans avoir vraiment un impact fort sur les conditions ressenties. Et donc après, vous allez voir le sursaut qu'on a pu ressentir 24 heures après, avec le modèle du 26 juillet à minuit, sur le même créneau horaire. Et vous passez de presque rien à une douche énorme, puisque ce ne sont pas 10 millimètres qui sont effectivement tombés sur Paris ce soir-là, qui sont prévus, mais d'un seul coup 30 millimètres de pluie. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu un renversement complètement du scénario météorologique, qu'il était envisagé qu'il y ait une petite zone de pluie qui circule, mais que cette petite zone de pluie, d'un seul coup, devient extrêmement active. Donc pour l'expliquer, c'est plus technique, les détails sont dans l'article, mais voilà, il y a plusieurs conjonctions d'éléments qui permettent d'expliquer ce passage de presque rien à presque tout, mais surtout ça a déstabilisé tout le monde, y compris nous météo, parce que effectivement, on ne s'attendait pas à un tel revirement de situation météorologique. On avance dans l'automne avec de nombreuses situations fortement précipitantes. Donc là, on va s'intéresser rapidement à la tempête Boris.
Vous avez une image satellite qui est reprise depuis les sites de la NASA. N'hésitez pas à vous promener dessus, les images sont magnifiques. Vous avez une archive de plusieurs années. Vous pouvez zoomer, enfin c'est vraiment extrêmement esthétique et très rapide d'accès. Et vous avez le suivi quotidien d'une image satellite sur l'Europe. Et donc ce que l'on retrouve, c'est une perturbation, donc une vaste zone nuageuse ici qui occupe plusieurs milliers de kilomètres, qui va de la Scandinavie jusqu'au sud de la France. Et cette perturbation, au lieu de circuler tranquillement d'ouest en est, eh bien on voit qu'entre le 11 et le 12 déjà, elle bouge plus beaucoup. Le 13, on a l'impression de voir une nouvelle rotation qui apparaît, qui traduit un creusement de dépression probablement en surface au niveau de l'Europe centrale. Le 14, un nouveau paquet, enfin le même paquet qui ne bouge quasiment plus. Le 15, on voit beaucoup mieux l'enroulement nuageux qui tourne autour de lui-même. Et pareil le 16. Donc en fait, on se retrouve vers une circulation perturbée classique océanique, vers quelque chose qui tourne sur place sans s'arrêter. Donc quel est le seul objet météorologique qui est capable de faire tout cela? Eh bien ça va être encore une goutte froide. Donc là vous avez une analyse de la situation en moyenne troposphère, donc vous avez la vision de cette dépression d'altitude, et le champ en couleur, c'est la température, et donc on voit qu'effectivement c'est associé à un minimum local de température. Et donc autour de cette dépression d'altitude, eh bien les vents vont tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en altitude, mais également aussi en surface. Et donc on voit que cette dépression, eh bien, vient se bloquer sur l'Europe centrale. Et on le devine, alors c'est en altitude donc c'est moins propre, mais de l'air chaud qui remonte depuis l'Afrique du Nord, la Méditerranée jusqu'en mer Noire, qui montre que cette dépression d'altitude va réussir à pomper de l'air chaud et humide dans les basses couches. Donc une infographie avait été proposée par Météo France pour traduire justement la position de ces objets météorologiques. On a des anticyclones de part et d'autre qui se mettent en place et qui empêchent justement cette dépression d'altitude de circuler. Elle se retrouve piégée et elle, associée à de l'air froid d'altitude, va tournicoter sur place pendant plusieurs jours, ramenant de l'air chaud qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, depuis l'Afrique du Nord, la Méditerranée et la mer Noire, puisqu'on est en septembre, et c'est donc là où la mer est anormalement chaude. Et donc au niveau des quantités de pluie, en quelques jours, on peut estimer, ce sont des estimations satellites, eh bien jusqu'à 300 à 400 millimètres de pluie qui sont tombés en quelques jours, soit l'équivalent de 6 mois de pluie à Paris. Donc c'est quelque chose d'énorme, puisque ça occupe une surface de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, voire presque 100 000 kilomètres carrés, où il a plu 2, 3 à 6 mois de pluie en l'espace de quelques jours seulement. Donc c'est pour cela qu'il y a eu des conséquences dramatiques en termes d'inondations, de débordements de barrages et autres. Alors Kirk vous a moins intéressé, donc je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais ce qui ressort de ce système-là, c'est qu'en fait les tropiques ont communiqué vers les moyennes latitudes, puisque cette dépression qui a circulé sur la France, vous avez sa trajectoire en rouge, eh bien qu'est-ce que c'était? C'était les restes d'un ancien cyclone qui s'appelait Kirk. Donc vous avez justement son image le 5 octobre, où on voit cette forme circulaire caractéristique des cyclones, même si l'œil n'est pas forcément très net sur ce type d'image. Et donc ce sont les restes de cyclones, forcément gorgés d'air chaud humide. Donc là, on va plutôt, enfin, on n'a pas le terme bulle chaude, on va pas l'utiliser, hein, mais c'est juste pour dire que voilà, par rapport à la goutte froide, là, on est vraiment sur une bulle très chaude qui se déplace et qui va déverser toutes ces pluies sur la France. Quelques jours après, dans cet automne très pluvieux, on va avoir un épisode méditerranéen intense, avec les pluies qui sont cumulées sur ces 3 jours. On repère un maximum de pluie au niveau des Cévennes, que vous retrouvez, là, vous avez une petite référence au relief ici, donc on peut qualifier l'épisode d'épisode cévenol, avec des quantités de pluie qui ont effleuré les 700 millimètres. Une station d'infoclimat a dépassé les 700 millimètres, donc c'est l'équivalent d'un an de pluie à Paris qui sont tombés sur ces 3 jours-là. Alors là, l'analogie est moins propre parce que c'est du climat méditerranéen, c'est un climat quand même différent. Mais ce qui est important sur cet épisode-là, c'est la propagation nord vers le Lyonnais des fortes pluies. Donc c'est les 2 puces qui sont proposées sur la diapositive, puisqu'on a eu quasiment 200 millimètres qui sont tombés dans le sud du département de la Loire et 130 millimètres sur le sud du département du Rhône. Et c'est pour cela que les conséquences terrain n'ont pas été très importantes au niveau des Cévennes ardéchoises, parce que on est sur un climat habitué à ces quantités de pluie extrêmes.
Par contre, la partie nord, beaucoup moins habituée, eh bien, a vu des conséquences beaucoup plus importantes avec, des inondations sur des zones, urbanisées. Et vous avez un autre noyau aussi sur, les Alpes-Maritimes, qui a inondé le plateau de Cossol. Donc là-dessus, je n'aurai pas le temps de vous montrer cette vidéo, vous pourrez la regarder, vous avez un lien YouTube, mais c'est l'exemple justement, de toutes les conséquences qu'il peut y avoir au-delà du débordement d'un cours d'eau. C'est un pont qui se retrouve pris par les eaux, par les débris pardon, qui va bloquer les eaux et l'eau qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va aller là où c'est le plus bas et donc elle va venir déborder sur une zone qui était normalement non inondable et surprendre de nombreux habitants, des dizaines d'habitants dans leurs habitations. Donc l'épisode méditerranéen, sur sa structure, je ne vais pas revenir dessus, je suis désolé parce que le temps va presser. Et là encore, tout est commenté. La situation de l'orage de Valence, peut-être que l'image satellite sera vraiment très nette, parce qu'on est sur un épisode méditerranéen tel qu'on pourrait avoir en France, sauf que là, les ingrédients ont été très forts et on est arrivé sur des orages durablement stationnaires. Donc premier orage stationnaire le matin ici sur la région de Valence, petite accalmie en fin de matinée, début d'après-midi, et après vous allez voir un nouvel orage qui va reprendre ici, voilà, et qui va faire du surplace pendant plusieurs heures jusqu'en soirée, avant de très lentement décrocher dans l'intérieur des terres. Donc si vous avez déjà vécu un orage, vous voyez l'intensité des pluies, bah, imaginez que vous avez 4-5 heures d'intensité de pluie continue d'un orage d'intensité extrême. Donc au niveau des quantités de pluie, on a dépassé les 700 mm en 24 heures. Donc un record en Espagne à plus de 770 mm, sachant qu'en France en 1940 il est tombé plus de 1000 mm en 24 heures. Et en 1 heure en Espagne il a été observé 185 mm, alors que le record fiable que l'on a en France c'est 160 mm. Sachant que un mois de pluie à Paris c'est 60 mm. Donc vous voyez les intensités, 3 mois de pluie de Paris en 1 heure. Et l'énorme facteur aggravant sur cette situation de Valence, c'est que les pauvres habitants de la région de Valence n'ont eu que quelques gouttes qui sont tombées. Donc en plus, ils n'étaient pas sensibilisés au risque de phénomènes d'inondation et d'écoulement des eaux, puisqu'il y avait certes une vigilance météorologique de couleur rouge, mais ils avaient l'impression que les pluies ne tombaient pas sur eux. Grisaille début novembre. Alors le mois de novembre, c'est vraiment voilà, l'écart nord-sud énorme, avec beaucoup de brouillard sur la moitié nord et un temps bien dégagé sur la moitié sud. Donc pour expliquer du brouillard, bah écoutez, c'est l'anticyclone. L'anticyclone, c'est pas forcément signe de beau temps, surtout en hiver. Donc l'anticyclone, c'est vraiment une cloche qui vient écraser notre masse d'air, donc la forcer à descendre. Sauf que près du sol, eh bien, on va avoir des fois de l'humidité qui va rester piégée. Et surtout en période froide, où on va avoir le soleil qui va avoir du mal à réchauffer ce qui se passe près du sol. Donc le sol aura tendance à se refroidir et donc l'humidité à se condenser plus facilement. Donc novembre, des journées durables de brouillard sur la moitié nord de la France. Et donc des déficits d'ensoleillement effrayants, puisque en 11 jours, il n'y a eu que 25 minutes d'ensoleillement à Rennes. Alors qu'à l'opposé, vous avez 80 heures à Ajaccio. Et on va finir par l'hémisphère sud, par deux phénomènes cycloniques. Le cyclone Bellal, qui avait circulé en début d'année 2024 sur la Réunion. Regardez, l'œil passe sur l'île de la Réunion. En fait, il va ripper sur l'île de la Réunion. On voit très bien l'enroulement. Cette fois, on est dans l'hémisphère sud, donc ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon, pour les zones de pluie. Et donc, vous avez la trajectoire du cyclone, voilà, qui vient infléchir sa route et circuler pile au niveau de la Réunion, et quand même être secoué par le relief de l'île. On le voit justement ripper sur les bords de l'île et fort heureusement ne pas traverser l'île complètement et perdre de l'activité à ce moment-là. Par contre, il y a eu des pluies très fortes sur son extension est au niveau de l'île Maurice. Donc vous avez des liens pour plus d'informations ici. Des quantités de pluie qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut avoir en métropole, très très importantes. Et de l'autre côté, les rafales de vent. Donc fort heureusement, le cyclone était en atténuation. C'était pas un cyclone tropical intense, mais regardez déjà les rafales de vent observées sur l'île. Et le cyclone Chido à Mayotte. Donc Mayotte, vous l'avez ici au centre de cette image, c'est une petite île. Et le cyclone en fait était de très petite taille, mais très concentré en énergie. Et donc cette image montre que l'œil du cyclone passe pile sur l'île de Mayotte le 14 décembre de l'année passée. Donc si vous avez voilà, vous avez cette animation qui vous permet de retrouver toute la trajectoire.
avec une formation qui se produit bien sûr vers les eaux chaudes, un décalage classique qui se fait vers l'est, mais souvent les trajectoires ont tendance à bifurquer vers le sud. Et là, non, on a une trajectoire durablement de l'est vers l'ouest. On a l'impression que le cyclone va traverser Madagascar, mais non, va riper juste au nord de Madagascar. Donc il n'y aura pas d'atténuation de l'activité du cyclone, il y aura juste une baisse d'activité relative avant que celui-ci n'infléchisse encore un peu plus sa trajectoire et ne traverse Mayotte et ensuite n'arrive sur les côtes de Mozambique. Donc on est vraiment sur la combinaison du pire, avec des anomalies chaudes de température, un environnement météo favorable à la formation d'un phénomène cyclonique, celui-ci qui a eu le temps de se nourrir d'énergie, qui est passé sur une île dépendante de l'île Maurice en ravageant cette île-là. Et ensuite, souvent Mayotte se retrouve protégée par le passage de Madagascar, mais là non, le cyclone passe juste à la limite de Madagascar avant d'infléchir sa trajectoire sur Mayotte. Donc on est vraiment sur quelque chose de la pire combinaison qui se pouvait se produire et on voit que le cyclone se renforce au moment de passer sur Mayotte. Donc une autre animation avec l'activité électrique et donc voilà du passage du cyclone au niveau de Mayotte et de l'œil du cyclone dessus. Et en plus, la position de l'œil a été défavorable, puisqu'une bonne partie de l'île est restée au sud et à l'est immédiat de l'œil, le cadran le plus défavorable du cyclone, donc avec les vents les plus forts. Et en dessous, vous avez la valeur de pression atmosphérique, qui a été estimée à 955-960 hectopascales au cœur du cyclone, et une rafale de vent à 228 km/h à la station de Pamandzi. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai un petit peu débordé. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'aurai plaisir à y répondre. Merci beaucoup, Mickaël. On va laisser effectivement les questions venir. Si vous avez la possibilité d'allumer votre micro et que vous voulez poser une question, je vous en prie, n'hésitez pas. Et puis sinon, vous pouvez les écrire dans le chat et puis on en discutera directement. Moi, j'avais peut-être le temps que les premières questions arrivent. Vous parliez des orages là et des foudres tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu plus d'orages et plus de foudres en 2024 que les années précédentes en lien avec le fait qu'il fait plus chaud? Est-ce qu'on voit une corrélation toujours bien proportionnelle entre l'augmentation de la température qu'on observe chaque année et puis plus d'orages? Alors, je suis désolé parce que je vais pas pouvoir répondre de manière précise Ah, à cette question parce que j'ai pas bien révisé mes petites fiches et en fait j'ai complètement oublié de justement regarder le bilan foudre de 2024 et de voir comment il se situait. je Mais regarde alors. ouais, mais à mes yeux, en fait, on n'est pas sur une année qui a battu le record sur l'année complète. Et c'est vrai que on pourrait se dire, bah, de l'air plus chaud, ça va faire plus d'orages. Hmm. Mais simplement, l'atmosphère se réchauffe à tous les niveaux. Donc il y a déjà quelque chose qui va limiter le fait que bah c'est pas pour les orages c'est chaud en bas et froid en haut. Bah, si on réchauffe aussi le haut, ça sera pas forcément obligatoirement favorable aux orages. Et c'est que donc ça c'est déjà l'aspect purement thermique, mais il y a aussi l'aspect dynamique du climat. Et en gros, en fait, les conditions anticycloniques avec le changement climatique auraient tendance également à remonter un petit peu plus vers le nord. Donc ce réflexe de se dire plus chaud, plus d'orage, Hmm. en fait, il y a aussi la circulation atmosphérique qui va changer et qui sera pas forcément synonyme d'orage. Par contre, ce qui ressort Ok. dans les perspectives du changement climatique, c'est que pas forcément plus de fréquences d'orage, mais plus de fréquences d'orages violents. Parce qu'effectivement, si les conditions sont réunies à la formation des orages, bah, comme il y a plus d'air chaud dans les basses couches et plus de contenu en vapeur d'eau de notre atmosphère, eh bien, il y aura plus d'énergie disponible pour les orages. Ok, ok, merci. Alors, oui, bien, Monsieur Taillet, je vous laisse. Bonjour, merci pour ces présentations, c'était très intéressant. J'ai une question pratique, j'utilise la station météo avec mes élèves régulièrement et on s'était intéressé depuis quelque temps à voir comment on pourrait faire un bilan thermique de la France. Alors c'est une question qui est un peu longue parce que je pense qu'il faudrait échanger davantage, mais de se dire qu'il faut avoir des stations qui soient espacées de 100 km régulièrement, que la France soit balayée par l'ensemble de mes stations, comment faire pour faire une température moyenne? Alors ça,
on avait découpé la France en une vingtaine de morceaux et on avait des stations un peu partout. C'était facile pour remonter sur les 10 dernières années car on avait des stations. Et puis après, on s'est dit, mais si on remonte encore plus loin, et encore plus loin, comme on a moins de stations, comment fait-on? Alors on peut se dire, oui, on peut élargir et dire qu'on a à peu près la même chose, mais c'est pas très bien parce qu'il faudrait après avoir des intervalles de confiance qui vont être très importants. Ouais, donc c'est un exercice qui est compliqué. Donc je suis pas climatologue, hein, je le reprécise justement en guise d'excuse. Mais justement là, quand on parle de tous les bilans thermiques etc. qui sont publiés par Météo France, quand on voit la carte, on voit qu'effectivement il y a des bulles partout. Donc ça montre bien qu'il y a énormément de stations qui sont disponibles sur le réseau. Mais en fait, quand on définit l'indicateur thermique national, eh bien c'est basé sur une trentaine de stations du réseau de Météo France. Et l'idée D'accord. justement, c'est que ces stations, elles sont réparties géographiquement de manière assez équitable pour essayer de prendre en compte tous les différents climats et de pas donner un poids plus important à une région au détriment d'une autre. Et les stations qui sont retenues justement, c'est celles qui ont un historique suffisamment long de la mesure, de manière à pouvoir remonter suffisamment loin dans le temps. Donc, première question, parce qu'on a essayé à partir des stations de météo à l'école, puisqu'on travaille à partir de ces données-là. Puis il y a une autre question qui perturbait mes élèves physiciens, c'est comment, là, par exemple, tout à l'heure, sur votre slide, bilan thermique de 2024 et dans le monde, il y a une augmentation de plus 0,72. Alors, ils étaient très perturbés parce qu'on a des stations qui ont une précision du dixième, et comment est-ce qu'on pouvait mettre une précision du centième? Parce qu'ils voient ça à la télé régulièrement et ils disent, mais il y a marqué plus 1,32, plus 1,47, etc. Et je suis absolument incapable de répondre à cette question car ça me perturbe aussi. Oui, eh ben c'est une très bonne question parce qu'effectivement l'incertitude de la mesure c'est quelque chose effectivement qui est fondamental en physique. Donc une sonde de température en général son incertitude elle est de l'ordre du dixième de degré, mais si on compte l'ensemble sonde plus abri météorologique, eh bien on considère que l'incertitude de la mesure il est de 0,5 degré. Donc effectivement, ça paraît bien présomptueux d'aller ensuite jusqu'à fournir des valeurs au centième de degré. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que bah voilà, les incertitudes de mesure, elles peuvent jouer dans un sens, elles peuvent jouer dans l'autre sens. Et ce qui est fondamental justement par rapport à tout ça, c'est d'avoir des environnements de mesure qui sont les plus réguliers possibles dans le temps, et donc d'avoir des conditions spécifiques d'installation des stations météorologiques, et d'avoir des environnements non perturbés, suffisamment étendus autour de la station de mesure. Donc effectivement, les valeurs mesurées ne sont proposées qu'au dixième de degré près. L'incertitude de la mesure est supérieure, et donc après, d'un point de vue statistique, eh bien, on fait peut-être un petit peu de suréchantillonnage en allant jusqu'au centième de degré. Simplement, il faut voir quand même que les conditions de mesure sont très robustes, qu'il s'agisse des surfaces océaniques et des zones continentales. Et Mais c'est vrai que, dans la ouais, discussion qu'on avait, les élèves faisaient le lien avec ce qui est sondage au niveau de la politique, où on n'a pas tendance à la télé à donner un intervalle de confiance, alors que naturellement, il en existe. C'était ça leur question. Pourquoi est-ce que quand on a un oui. 47, on n'a pas un intervalle qui est donné avec? Mm. Et alors, il faudrait que je retrouve le lien, peut-être le fournir après coup. Mais dans la revue La Météorologie, justement, il y avait un grand climatologue qui disait justement que bah, comment on fait pour mesurer la température moyenne du globe, et que c'était pas forcément quelque chose de si simple que cela. Et justement, je pense que ça répondrait à pas mal des interrogations. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Il y avait une question dans le chat par Sabine Hoffman qui demandait les prévisions météo peuvent-elles être encore plus précises et comment? Alors, rendre des prévisions météo plus précises, oui, forcément, on peut toujours s'améliorer. Alors, comment faire? Bah, c'est un petit peu difficile, parce qu'effectivement, on arrive à un état de l'art où bah, le moindre progrès dans la prévision météo coûte de l'argent.
Simplement, anticiper des événements intenses, c'est aussi se préserver de conséquences économiques et humaines et matérielles. Donc il y a toujours ce ratio entre voilà, investissement dans le domaine de la météorologie et précision gagnée en retour. Donc comment on peut améliorer la précision, la qualité de la prévision météo? En fait, il y a plein de choses et c'est difficile d'apporter une réponse rapide. Déjà, c'est observer le temps qu'il fait, puisqu'avant de prévoir, il faut déjà observer. Donc c'est avoir une meilleure couverture du globe au niveau des données d'observation. Ça peut être des stations de surface, des ballons de sonde, mais également une vision depuis le satellite. Donc là, il y a une nouvelle génération de satellites européens qui a été lancée, c'est la génération MTG. Et bien forcément, ça fera un bond en avant dans les prochaines années au niveau prévision météo. Ensuite, il y a les modèles de prévision du temps qui, eux, vont découper l'atmosphère en petits cubes élémentaires. Et forcément, plus ces cubes sont petits, plus le temps de calcul est long, et plus il faut que l'ordinateur soit puissant. Donc l'idée, c'est que il faut investir dans des ordinateurs de plus en plus puissants pour que les cubes soient de plus en plus précis et que la description de l'atmosphère soit de plus en plus fine et de plus en plus juste. Donc amélioration sur l'observation, sur la prévision numérique, et même sur les interprétations humaines de tout cela, parce qu'effectivement, les connaissances évoluent encore en permanence en météorologie. Il y a de nouvelles connaissances qui se font chaque année. Alors c'est pas une révolution, mais c'est petit à petit un approfondissement des connaissances qui se font. Donc pareil, au niveau humain, il y a aussi des axes de progrès. Donc voilà 3 éléments déjà pour donner des informations sur l'amélioration de la qualité de la prévision météo. Et pour donner une petite image, eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que c'est des statistiques qui avaient été faites sur la qualité intrinsèque des modèles de prévision du temps. Eh bien, il faut à peu près 15 ans pour gagner un jour de qualité de prévision. C'est-à-dire que la prévision à 4 jours en ce moment, eh bien, a la même qualité qu'une prévision à 3 jours il y a 15 ans. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'il y a du monde qui est en train d'écrire dans le chat, donc peut-être de nouvelles questions. On va attendre un petit peu. Ah, il y a une question aussi dans Norbert Schall, je vous invite à allumer votre micro. Bonjour monsieur. J'aurais une question concernant le cyclone, les cyclones Bellal et Chido, dont vous avez parlé tout à l'heure. Le fait est que Bellal s'est dissipé en traversant la Réunion et Chido a traversé Mayotte. Le premier s'est dissipé parce que la Réunion est bien plus importante que Mayotte, ou c'était parce qu'il était affaibli déjà de base par rapport à Chido? Ouais, alors c'est une bonne question. Donc il y a les 2 éléments en fait. C'est que quand Bellal est arrivé, il était déjà plus en pleine forme. Où pour qu'un cyclone soit très fort, en fait, il faut bien sûr des conditions chaudes autour, et il faut que le vent n'accélère pas trop avec l'altitude. Et ce qui s'est passé avec Bellal, c'est qu'il y avait une zone d'accélération du vent en altitude qui s'est mise en place autour de la Réunion, qui fait que la colonne du cyclone était déjà un petit peu désaxée, qu'il était un petit peu moins puissant. Et ensuite, la Réunion est quand même plus étendue que Mayotte, avec un relief beaucoup plus marqué, donc ça a contribué dans un second temps en plus à affaiblir Bellal. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a 2 autres questions dans le chat. Monsieur ou Madame Vernaet qui demande qu'en est-il des modèles numériques de terrain? Est-il prévu de les rendre plus fins afin d'améliorer encore la prévision, comme intégrer le cycle de l'eau, par exemple? Donc sur les modèles de prévision du temps, on est sur 1,3 km de résolution actuellement au niveau de la France. C'est pas un modèle qui peut tourner sur le globe entier. Les coûts de calcul sont trop longs, donc c'est en gros France et puis 500 km autour de la France. Et il y a des travaux actuellement avec des versions de test de ce modèle-là à 500 mètres de résolution. Mais voilà, donc on en est à peu près à ce niveau-là dans l'état de l'art. Donc on cherche effectivement à faire en sorte que nos cubes soient de plus en plus petits. Et après, l'autre source d'incertitude, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de capter en permanence la bonne information météorologique. Donc plutôt que d'avoir un modèle de plus en plus fin, mais qui a des défauts, à la fois avec les données d'observation qu'on lui donne et avec les équations physiques dont il dispose, eh bien, plutôt que d'utiliser un modèle, on va utiliser plusieurs modèles
qui auront été légèrement secoués, un peu perturbés dans leur état initial, et on verra s'ils vont aller tous dans les mêmes directions. Et en fonction de cela, justement, on pourra dire j'ai plus confiance ou non dans ma prévision météo. Donc il y a aussi les statistiques et ce qu'on appelle la prévision d'ensemble, qui est une autre source d'amélioration de la prévision du temps, au-delà de l'amélioration de la description des petits cubes. Ok, merci beaucoup. Donc c'est une question de Émilie Vernay, elle a Ouais, précisé merci ça. Mickaël, bonsoir. Et donc il y a une autre question dans le chat. Est-ce que l'IA est utilisée dans les interprétations des données? Alors l'IA a fait aussi son entrée fracassante en météorologie. Donc l'IA, elle est utilisée à différents niveaux. Alors dans l'interprétation des données, on va dire de manière partielle, c'est-à-dire que quelquefois l'IA va permettre de faire le tri dans les sorties de modèles et reconnaître certaines structures. Donc il y a des travaux qui ont été faits en ce sens. Il y a aussi, donc typiquement reconnaissance de phénomènes orageux tels que celui qui est passé sur la Corse en 2022. Ça, c'est des travaux qui étaient déjà en cours en 2022. Donc voilà, reconnaître des systèmes météorologiques avec des caractéristiques spécifiques. Il y a eu aussi un article qui a été publié là sur la prévision de brouillard le long de la Seine par intelligence artificielle. Donc c'est pour donner 2 exemples. Et il y a des travaux aussi sur l'intelligence artificielle. Et là, ça dépasse les services météorologiques. Mais Google, Huawei, et d'autres gros groupes du numérique, en fait, ont mis au point des modèles de prévision météorologique basés sur l'intelligence artificielle. Et ce qui est bluffant, c'est que ces modèles ont des scores de très bonne qualité, voire même légèrement meilleurs que nos grands modèles qui décrivent tout le globe. Donc ça effectivement fait pas mal réagir dans la communauté. Ils se sont nourris de tout l'historique du temps qu'il a pu faire. Par contre, ces modèles sont encore incapables de prévoir des phénomènes violents, tels que les fortes rafales de vent, les fortes quantités de pluie, les orages, etc. Donc en gros, pour décrire le décor de fond, ces modèles montrent une avancée intéressante qu'il faut ensuite approfondir pour la prévision des phénomènes météorologiques et en particulier des phénomènes météo intenses.